Bonjour à tous, je m'appelle Alexandra Averno, je suis avocate associée au sein du cabinet Seban. J'ai en charge le secteur vie des acteurs publics qui m'amène à travailler principalement sur les sujets de droit institutionnel, fonctionnement des collectivités, droits et obligations des élus locaux, droit électoral et j'en passe. Ce matin, comme vous l'aurez compris, j'ai 30 minutes pour vous présenter la loi sur le statut de l'élu local qui a mis plus de 2 ans à être adoptée. Donc, je vais essayer d'être le plus courte possible et la plus succincte possible. On va faire un premier point où je vais vous exposer très rapidement tout ce qui a été modifié par la loi qui porte statut de l'élu local, la loi du 22 décembre. Euh, Il y a un problème d'accès, non, c'est ça? Ouais. Excusez-moi, Alors. suis-je le seul à rien entendre? Oui, parce que moi, le son fonctionne bien, en fait. Le son est bon. Ok, super. Ouais, le son, il n'est pas saccadé de mon côté, en tout cas. On va faire un premier point, donc C'est inaudible. inaudible. On continue? Ok. Euh, Donc, un premier point sur la présentation générale des apports de la loi, qu'on va énumérer brièvement et sur lequel, si vous avez des questions, on pourra les prendre ensuite. Et puis, on a décidé d'orienter, parce qu'il faut faire des choix sur sur ces 30 minutes d'intervention, d'orienter la présentation ce matin sur 3 sujets. La conciliation entre le mandat et la vie professionnelle, à savoir les nouvelles autorisations d'absence qui sont octroyées par la loi et les crédits d'heures, la protection fonctionnelle des élus qui a été remaniée par la loi et la formation des élus. On peut rentrer immédiatement dans le vif du sujet en faisant la synthèse des apports généraux qui ont été apportés par cette loi du 22 décembre 2025. On a classé par thématique les différents apports. Des apports déjà sur le régime indemnitaire, puisque la loi qui porte statut de l'élu local, elle a permis de revaloriser les indemnités de fonction des maires et des adjoints, seulement dans les communes de moins de 20 000 habitants. Donc cette revalorisation, c'est la suivante. Il y a 10% de plus pour les communes de moins de 1000 habitants, 8% pour les communes qui sont compris entre 1000 et 3500, 3499 même habitants, 6% entre 3500 et 9999 et 4% entre 10 000 et 20 000 habitants. Toute cette revalorisation, elle s'applique à compter de l'installation des nouveaux élus, donc pour ce nouveau mandat 2026-2032. Et l'ensemble de ces revalorisations est d'ores et déjà intégré dans le Code général des collectivités territoriales. Il y a un principe également qui a été étendu pour tous les chefs d'exécutifs locaux, un principe qui était d'ores et déjà applicable pour le maire et donc qui continue de s'appliquer pour le maire, à savoir qu'il n'y a pas besoin de délibérer sur le montant des indemnités du maire, puisque par principe, le montant de ces indemnités est fixé au montant maximal légal. Donc, c'est seulement si vous n'entendez pas fixer au montant maximal légal l'indemnité de fonction du maire qu'il faut qu'il y ait délibération. Sinon, on ne délibère que sur les indemnités de fonction des adjoints. Et donc ça a été étendu pour les présidents du conseil départemental, les présidents du conseil régional et tous les exécutifs locaux. On a également prévu dans cette loi une majoration de la durée de l'assurance retraite d'1 trimestre par mandat complet dans la limite de 3 trimestres maximum. C'est-à-dire que si vous exécutez 4 mandats, 6 fois 4 ans, vous n'aurez quand même que 3 trimestres supplémentaires. C'est le plafond maximum et c'est 1 trimestre par mandat de 6 ans. C'est la revalorisation qui a été faite par le statut de l'élu local. Des modifications aussi apportées sur l'aspect transparence et déontologie. Alors, une première modification qui est somme toute assez modeste, qui est celle qui est relative au contenu de l'état récapitulatif des indemnités qui sont perçues par les élus. Désormais, depuis le 22 décembre 2025, cet état récapitulatif, il doit comprendre toutes les indemnités qui sont perçues par les élus au sein de leur collectivité, au sein des EPCI et au sein de tout autre mandat exercé dans une autre collectivité territoriale. Donc maintenant, le récapitulatif, ça doit être un état des lieux global de toutes les indemnités, quels que soient les cumuls de mandats en cours par les élus. Il y a aussi un point central qui interroge beaucoup aujourd'hui, qui est la redéfinition du cadre applicable au conflit d'intérêts. On a supprimé la notion de conflit d'intérêts public-public.
On a revu la définition de la prise illégale d'intérêt au sens du code pénal 432-12 et il y a eu une modification sur l'article L1111-6 du Code général des collectivités territoriales qui est l'article qui prévoit la neutralisation du conflit d'intérêts, l'exception à cette neutralisation et l'exception à l'exception de cette neutralisation. Donc, il y a eu pas mal de modifications sur la notion de conflit d'intérêts, avec quand même un sentiment général qui était de faciliter les choses, mais en pratique et dans son application, le cadre actuel aujourd'hui tel qu'il s'applique du conflit d'intérêts laisse quand même un certain nombre de sujets en suspens. Si vous avez des questions là-dessus, on pourra y revenir ensuite. Et puis une modification sur la création, enfin, d'une charte de l'élu local, une charte qui est aujourd'hui regroupée dans le CGCT, avec 2 articles qui sont dédiés et qui prévoient l'intégralité des droits et des obligations applicables aux élus locaux, avec un principe en ce moment qui est très d'actualité, qui est l'application du principe de laïcité désormais aux élus locaux, principe qui ne s'appliquait pas à ces élus. Et on a eu beaucoup de jurisprudence en ce moment, notamment en référé, sur le fait de savoir si les élus locaux sont désormais soumis à ce principe de laïcité qui a été intégré par le statut de l'élu local au sein du CGCT. Pour le moment, le juge des référés considère que oui, le principe de laïcité doit s'appliquer aux élus locaux, ce qui n'a pas été le cas pendant des décennies et des décennies. En termes d'accessibilité et d'inclusion, quelques remaniements principalement financiers pour faciliter l'accès aux fonctions électives aux personnes handicapées et aux étudiants, notamment à travers un dispositif qui va permettre le remboursement pour les élus qui sont en situation de handicap d'un certain nombre de frais de déplacement, d'accompagnement, d'aide de toute nature dont ils pourraient avoir besoin dans le cadre de l'exercice de leur mandat. De la même manière, un aménagement qui est prévu pour les élus qui sont étudiants dans le cadre de leur scolarité, et notamment le remboursement des frais de déplacement de ces élus qui sont également étudiants pour leur permettre d'assister aux réunions, aux instances qui peuvent avoir lieu au sein de la collectivité dans laquelle ils sont élus. Et un dispositif plus général où on va faciliter, on va élargir les frais qui sont remboursés à tous les élus cette fois-ci, avec un remboursement obligatoire qui a été intégré dans le Code général des collectivités territoriales qui prévoyait déjà un certain nombre de remboursements de frais, hein. Vous avez les frais de représentation, les frais dédiés au mandat spécial, déjà des frais de transport et d'hébergement qui étaient prévus par le CGCT. Et là, on rend obligatoire de façon très élargie le remboursement des frais de transport et de séjour qui sont engagés pour tous les élus qui ont un mandat de représentation et qui vont représenter la commune ou la collectivité au sein des instances, des commissions, des réunions dans lesquelles ils sont ès-qualité représentants de la collectivité, dès lors que la réunion se tient en dehors du territoire. Donc, obligation légale qui va devoir être mise en place au sein des collectivités. L'autre pan du statut de l'élu local, c'est la conciliation entre exercice du mandat et vie personnelle de l'élu. Il y a eu un élargissement sur également les frais de prise en charge par les collectivités des frais de garde et d'assistance, frais de garde des enfants et d'assistance des personnes âgées qui peuvent être sous la dépendance de certains élus. On a donc élargi cette possibilité de prendre en charge ces frais pour les élus qui vont devoir se rendre à des réunions de nouveau, des instances, des commissions dans lesquelles ils vont représenter la collectivité. Élargissement aussi du recours à la visioconférence pour faciliter les vies professionnelles et mandats. Désormais, la visioconférence, elle va être ouverte pour les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale, donc tous les EPCI, sur décision du président. Hein, c'est une décision qui doit être prise volontairement. Et puis, elle est ouverte aussi aux commissions municipales, les commissions municipales qui vont précéder généralement la tenue du conseil municipal. Désormais, ces commissions vont aussi pouvoir se tenir en visioconférence. Autre chose qui a permis de concilier le mandat et l'activité professionnelle, il y a eu une extension du congé dit électif, puisque le congé électif, il est aujourd'hui porté à 20 jours. Il y a eu également une possibilité d'assimiler les temps d'absence de l'élu municipal à du temps de travail effectif. Cette assimilation, je le précise, elle n'est pas tant d'un point de vue rémunération, puisque le fait de rémunérer ces temps d'absence et ces crédits d'heures, elle est facultative, elle est à la discrétion de l'employeur. En revanche, cette assimilation, elle est d'un point de vue assimilation des charges sociales.
En termes de prestations sociales, le temps d'absence de l'élu va être intégré comme étant un temps travaillé. Et puis, il y a eu la création d'un label, un label employeur partenaire de la démocratie locale, qui va permettre aux employeurs d'élus locaux, que ce soit des employeurs publics d'ailleurs ou privés, de conclure des conventions avec les collectivités territoriales et de faciliter les temps d'absence de l'élu. Et enfin, le statut de l'élu local, il a permis de sécuriser la sortie de mandat, de la sécuriser à travers notamment 2 dispositifs. On a amélioré, on a facilité, on a rendu sans doute plus intelligible le dispositif de validation des acquis de l'expérience pour faire reconnaître aux élus locaux de véritables compétences lorsqu'ils sortent de l'exercice de leur mandat pendant 6 années, avec une possibilité de voir leur mandat électif reconnu en termes de compétences professionnelles. Et il y a eu une extension du bénéfice de l'allocation différentielle de fin de mandat. Allocation différentielle de fin de mandat qui bénéficie notamment aux élus qui avaient renoncé à avoir une activité professionnelle. Cette revalorisation, elle est d'un point de vue de la durée de versement et de son montant, puisqu'aujourd'hui, cette allocation différentielle, elle sera à 100% la première année et elle ne sera plus valable qu'une seule année, mais 2 années. Et elle sera de l'ordre de 80% la deuxième année. Avant, on était sur 80% de l'allocation la première année. Et pour les mois durant qui restaient à courir, enfin c'était 80% très exactement les 8 premiers mois, puis 40% pour les 4 mois suivants. Maintenant, on est sur 2 ans, 100% la première année, 80% la deuxième. Et puis la possibilité de conclure un contrat de sécurisation de l'engagement. Le contrat de sécurisation de l'engagement, aujourd'hui, il est dans les mains de France Travail et il va permettre de faciliter la réinsertion professionnelle, le retour à l'emploi et de valoriser possiblement la perception d'un salaire et de faciliter la fin du mandat électif. Donc ça, c'était un rappel sur toutes les grandes évolutions qui ont été intégrées par la loi qui porte statut de l'élu local. Je vous propose qu'on s'arrête ce matin sur les 3 points que j'ai évoqués tout à l'heure. Et donc, on fasse un premier point sur la conciliation entre mandat électif et vie professionnelle, notamment à travers le dispositif des autorisations d'absence et des crédits d'heures. Commencez par vous rappeler que les autorisations d'absence, elles bénéficient à absolument tous les élus locaux. Elles vont permettre donc aux élus locaux qui vont devoir se dégager du temps dans le cadre de leur mandat électif de participer à toutes sortes de réunions. Il n'y a aucune différence sur le bénéfice des autorisations d'absence. Ce n'est pas seulement les élus qui ont une fonction exécutive ou une délégation de fonction, c'est véritablement tous les élus qui en bénéficient. Ce qu'il est important d'indiquer, c'est que vous avez une disposition dans le Code général des collectivités territoriales qui fixe toutes les instances, les commissions, les réunions auxquelles les élus vont pouvoir bénéficier à travers une autorisation d'absence. Et c'est cette disposition-là qui a été remaniée par le statut de l'élu local qui est venue la densifier, la massifier avec de nouvelles réunions, de nouvelles responsabilités qui sont confiées à l'élu et au titre desquelles il va pouvoir solliciter une autorisation d'absence. Cette autorisation, elle est sollicitée auprès de l'employeur, qu'il soit public ou privé. Il n'y a pas de délai. L'idée, c'est qu'elle soit sollicitée le plus rapidement et le plus tôt possible. Et il faut préciser qu'on a une jurisprudence constante en la matière et que là-dessus, le statut de l'élu local n'a pas modifié les choses. La demande d'autorisation d'absence, elle ne peut pas être refusée par l'employeur. Elle doit être accordée quoi qu'il arrive. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a eu plusieurs modifications qui ont été apportées par la loi qui porte statut de l'élu local. Une première modification sur les cas qui ouvrent droit au bénéfice des autorisations d'absence, puisqu'on a élargi ces cas de figure. Alors désormais, les réunions des établissements publics de coopération intercommunale au sein desquels l'élu municipal va avoir un mandat d'élu communautaire ou au titre desquels un élu municipal, même sans mandat communautaire, va avoir à y participer ou à une forme de représentation au sein de ces réunions. Ces réunions-là vont ouvrir donc le droit à des autorisations d'absence. De la même manière pour les réunions du département ou de la région au titre desquelles l'élu va représenter sa commune. Certaines cérémonies publiques également vont permettre à l'élu de bénéficier des autorisations d'absence et de même si sont confiés à l'élu des mandats spéciaux.
mandats spéciaux qui sont délibérés individuellement par la collectivité territoriale. Dans ce cadre-là, l'élu va pouvoir bénéficier d'une autorisation d'absence. Comme je vous le disais tout à l'heure, ces autorisations d'absence, elles doivent être sollicitées auprès de l'employeur. Il y a un cas dérogatoire qui a été prévu par le statut de l'élu local. Dans un cas de figure, lorsque le maire va prescrire des mesures de sûreté, donc dans des cas de force majeure, hein, et que un des élus du conseil municipal va intervenir pour exécuter ces mesures de sûreté sur application du maire. Dans ces cas-là, il va pouvoir se dispenser de prévenir son employeur qui doit immédiatement lui donner l'autorisation d'absence. C'est la seule dérogation qui a été prévue par le statut de l'élu local sur la nécessité d'avoir une demande express auprès de l'employeur pour bénéficier de l'autorisation. Et puis, préciser que, comme je vous le disais tout à l'heure, les autorisations d'absence ne sont pas rémunérées. Je ne sais pas si j'ai modifié quelque chose, mais je ne crois pas. Les autorisations d'absence sont donc, ne sont pas rémunérées. Enfin, en tout cas, c'est à la discrétion de l'employeur, mais ça n'est pas une obligation de les rémunérer. Et donc, à ce titre-là, il y a une compensation des pertes de revenus qui est liée aux autorisations d'absence pour les élus qui vont justifier d'une diminution de leur rémunération du fait de l'exercice de leur droit à autorisation d'absence, et pour les élus surtout qui ne bénéficient pas d'indemnité de fonction. Donc, les élus qui cumulent ces deux cas de figure, c'est-à-dire qui n'ont pas d'indemnité de fonction et qui justifient d'une baisse de leur rémunération, peuvent prétendre à une compensation de leur perte de revenus dans le cadre de l'utilisation de leur droit à autorisation. Et cette compensation, elle a été revalorisée par le statut de l'élu local. On était avant à 72 heures par élu et par an. Et aujourd'hui, on passe à 100 heures par élu et par an de revalorisation, ce qui fait un montant de revalorisation qui est à hauteur de 2 400 € par an, approximativement. Ça, c'était pour les autorisations d'absence. Les crédits d'heures. Alors, les crédits d'heures, pardon, je passe un peu vite. Les crédits d'heures, donc c'est de la même manière octroyé pour tous les élus municipaux en fonction d'une strate démographique, en fonction du nombre de population. Vous avez le tableau qui est représenté ici. Alors évidemment, il n'y a pas que les élus municipaux qui en bénéficient. Il y a également les élus départementaux, les élus régionaux, mais là, on parle plus principalement du conseil municipal. Donc, en fonction de leur responsabilité, s'ils ont des fonctions de délégation ou non, s'ils sont maires ou non, ils bénéficient de ces crédits d'heures en fonction de la strate de population de la collectivité territoriale. Ici, vous avez une représentation et donc on peut aller pour les maires de communes de plus de 10 000 habitants jusqu'à 140 heures de crédit autorisés par année. Ce qu'il faut rappeler d'une façon très générique avant de rentrer sur les changements qui sont issus de la loi du 22 décembre 2025, c'est que le crédit d'heure, il est forfaitaire, trimestriel, et on ne peut pas le reporter d'un trimestre sur l'autre. Comme pour les autorisations d'absence, l'employeur, il est tenu d'accorder ces crédits d'heure aux élus qui en font la demande, mais ces crédits d'heure ne sont pas non plus rémunérés de façon obligatoire. C'est à la discrétion de l'employeur sur ce sujet-là. Sur le tableau, le crédit d'heure est indiqué en trimestre, il me semble. Tout à fait. Ça, il dit par année, c'est pour ça que... Pardon, oui, tout à fait. Je vous ai dit par année, mais non, c'est les crédits d'heures par trimestre qui sont présentés. Là, c'est 140 heures par trimestre, effectivement, pour un maire. Je repasserai sur le tableau après si vous avez besoin. Préciser donc sur les deux modifications qui ont été apportées par la loi sur le statut de l'élu local sur les autorisations d'absence et les crédits d'heures, qu'il y a eu donc cette faculté de rémunérer ou non les crédits d'heures et les autorisations d'absence. Autrefois, elles n'étaient pas rémunérées quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, il y a la faculté de les rémunérer si on le souhaite. Et également, les crédits d'heures qui sont utilisés par l'élu au cours de son mandat, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si elles ne sont pas rémunérées,
ou même si elles le sont de toute façon pris en compte dans le calcul de la durée d'affiliation qui va ouvrir droit au revenu de remplacement, c'est-à-dire le droit au chômage de l'élu. Donc pour les prestations sociales, aujourd'hui, c'est une disposition qui est même prévue dans le Code de la sécurité sociale. Les crédits d'heures vont être comptabilisés au titre de ces prestations, notamment le droit au chômage. Préciser également qu'on a eu pour les crédits d'heures, on a un plafond qui est fixé entre le cumul entre les autorisations d'absence et le crédit d'heure. Et ce cumul entre les deux ne peut pas être dépassé. Donc ce montant maximal, autorisation d'absence plus crédit d'heure, il est égal à 803 heures et 30 minutes par an. C'est un maximum et on ne peut pas déplacer ce plafond qui est fixé. Je passe à la protection fonctionnelle. Si vous avez des questions sur autorisation d'absence et crédit d'heure, on pourra y revenir à la fin de la présentation. La protection fonctionnelle des élus locaux, elle a été modifiée avec la loi qui porte statut de l'élu local. Elle a été modifiée sur 2 points. D'une part, l'APF octroyée aux élus victimes. D'autre part, l'APF octroyée aux élus dits, entre guillemets, auteurs. On a 2 régimes qui sont différents depuis maintenant 3 ans, 2023. La protection fonctionnelle, elle est octroyée pour les élus qui ont des fonctions exécutives seulement pour le dispositif dit élu auteur. Elle est octroyée seulement s'il y a une délibération qui est votée par le conseil municipal. Ça n'est plus le cas pour le régime de la protection fonctionnelle dit élu, entre guillemets, victime, depuis 2023. Le bénéfice de l'APF, il se fait de façon automatique pour les élus auteurs depuis 2023, avec un système qui était un petit peu une usine à gaz et un petit peu compliqué à mettre en place, avec des délais où on devait informer les élus municipaux, transmettre à la préfecture. On avait des délais à respecter, mais on ne comprenait pas très bien à quel moment la protection fonctionnelle était octroyée à l'élu si on accomplissait les diligences qui étaient prévues par la loi d'information, de transmission au préfet. La loi qui porte statut de l'élu local, elle est déjà venue mettre justement un peu d'éclaircissement sur ce dispositif qui bénéficie, je le rappelle, exclusivement aux élus victimes. C'était une des propositions des parlementaires de unifier le régime applicable aux élus auteurs et aux élus victimes à travers un seul régime. Cette proposition n'a pas été retenue, donc on a toujours un régime à 2 vitesses. Les élus auteurs, il faut toujours délibérer, qu'il y ait une délibération du conseil municipal pour qu'ils aient la protection fonctionnelle. Et ce n'est plus le cas donc des élus victimes. Les élus victimes, ce qui a été remis en place, vous en avez une présentation ici. Désormais, on a toujours les mêmes diligences à accomplir, mais on comprend mieux à quel moment l'élu va bénéficier de la protection fonctionnelle et surtout le délai qui était autrefois de 5 jours est passé à 10 jours parce que 5 jours pour accomplir un certain nombre de diligences, ça paraissait beaucoup trop court pour permettre à l'élu de bénéficier de cette protection fonctionnelle. Donc là, ça a été un petit peu étendu. Aujourd'hui, voilà comment ça se passe. Il y a une demande de PF qui est faite au maire. Évidemment, si c'est le maire qui l'a fait, il l'a fait à son premier adjoint. La commune doit en accuser réception. Elle doit informer les membres du conseil municipal, informer n'impliquant pas de réunir le conseil municipal. L'information, elle peut se faire notamment à travers les outils que vous avez à disposition pour convoquer, transmettre l'ordre du jour, mais il y a seulement une information qui est faite. Ensuite, on envoie au sous-préfet et au préfet la preuve de l'information qui a été faite à tous les élus locaux, ainsi que la demande. Les 2 doivent être joints, la demande de protection fonctionnelle. Accusé de réception de la part du préfet, et c'est seulement à ce moment-là, toutes ces diligences devront être accomplies dans un certain temps. À ce moment-là, l'élu va bénéficier de la protection fonctionnelle une fois que le préfet a accusé réception. Là, on est sur un délai de 10 jours qui s'applique. Et ensuite, une fois que l'élu bénéficie de la protection fonctionnelle, il y a une notification qui doit être faite à l'élu qui a demandé l'APF et on doit cette fois-ci réunir le conseil municipal. Alors, on doit, à minima, si un conseil municipal est prévu, on doit inscrire à l'ordre du jour l'octroi de la protection fonctionnelle à l'élu, puisque le CGCT prévoit que le conseil municipal peut décider de retirer la protection fonctionnelle qui a été octroyée de façon automatique à l'élu. Donc ça, c'est le dispositif qui s'applique aujourd'hui avec un délai de 10 jours pour accomplir ces formalités et pouvoir bénéficier de la protection fonctionnelle. Une nouveauté aussi de la loi qui porte statut de l'élu local, c'est que autrefois le régime était aligné à minima dans la loi
entre élus auteurs, élus victimes, ça n'était que les élus qui bénéficiaient de fonctions exécutives et donc de délégations de fonctions qui pouvaient bénéficier de l'APF. Sauf que ça a été au fur et à mesure remis en cause par la jurisprudence, notamment pour les élus victimes, où la jurisprudence, au titre d'un principe général de protection des élus, a décidé d'octroyer la protection fonctionnelle à tous les élus, même ceux qui n'ont pas de fonction exécutive. Et donc la loi portant statut de l'élu local, elle est venue entériner l'évolution jurisprudentielle. Aujourd'hui, ce sont tous les élus du conseil municipal qui peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle dès lors qu'ils sont victimes. Une modification aussi qui a été faite cette fois-ci sur le régime des élus auteurs. Le dispositif dans sa globalité n'a pas changé. Pardon. En revanche, on a élargi le spectre d'octroi de la protection fonctionnelle, c'est-à-dire que les élus vont pouvoir bénéficier de la protection fonctionnelle avant qu'il y ait mise en œuvre de poursuites pénales. Alors, pour vous donner un exemple très concret, autrefois, il fallait attendre qu'il y ait engagement de poursuite pénale pour que l'élu puisse bénéficier de la protection fonctionnelle. Aujourd'hui, le fait d'être notamment auditionné de façon libre, le fait d'être placé en garde à vue sans qu'il y ait poursuite pénale, va permettre à l'élu de bénéficier de la protection fonctionnelle. Donc, on élargit le champ de bénéfice de l'APF et ça, c'est particulièrement important puisque, en tant qu'avocat, on a été confronté à de nombreuses reprises à des délibérations qui octroyaient l'APF d'un élu dès lors qu'il était audité ou placé en garde à vue, alors qu'en réalité, ce moment-là, avant la loi portant statut de l'élu local, n'était pas opportun et il ne pouvait pas y avoir le bénéfice de la protection fonctionnelle. Ça, c'est sur le régime de l'APF. Et puis, dernier point sur les évolutions qui ont été portées sur la formation des élus locaux. Rappel très rapide, puisque je vois qu'il est déjà midi, la formation des élus locaux, elle se répartit en deux régimes. Vous avez le droit à la formation classique qui est pris sur le budget des collectivités territoriales et vous avez ce qu'on appelle le DIF, le droit individuel à la formation des élus. Le DIF, lui, il est financé par un fonds qui est alimenté par une cotisation obligatoire de 1% prélevée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction des élus. Si ce sont les indemnités de fonction des élus qui financent le DIF, pour autant, ce sont tous les élus locaux qui ont droit de bénéficier du DIF. Donc, il y a ce double régime, droit à la formation générale payé par le budget de la collectivité et le DIF qui est organisé librement par l'élu lui-même. Ce qu'il faut rappeler, et ça, ce sont des règles générales qui s'appliquent aux deux dispositifs, c'est que les formations qui sont délivrées aux élus locaux, elles doivent l'être par un organisme qui est agréé auprès du ministère chargé des collectivités territoriales. Il y a un agrément qui est délivré. On est très peu nombreux à avoir cet agrément formation des élus locaux. Il y a une liste des organismes qui ont cet agrément et il y a assez peu d'organismes agréés. Il y a un congé de formation qui est prévu, qui a été revalorisé, d'ailleurs je vais y revenir tout de suite après, par la loi qui porte statut de l'élu local. Un congé de formation qui existe pour pouvoir utiliser le DIF et le droit à la formation de la collectivité. Et donc, il peut être utilisé à tout moment. Et puis, les élus, qu'ils soient salariés ou agents publics, peuvent faire une demande auprès de leur employeur pour pouvoir justement s'absenter et bénéficier de la formation en question. Et là, dans ce cas-là, on prévoit que cette demande d'absence, elle doit être faite au moins 30 jours avant la session de formation, tout en précisant un certain nombre d'éléments, la date, la durée de la formation, la thématique et le nom de l'organisme de formation. Sur le droit à la formation générale, qui doit être délibéré par la collectivité, puisque la collectivité doit dire quel est le budget qu'elle octroie à ce droit à la formation générale. Sur ce droit-là, il y a plusieurs obligations ou incitations à la formation qui sont prévues par le Code général. Et par ailleurs, la loi qui porte statut de l'élu local est venue renforcer ces obligations de formation. Il y a d'abord une formation obligatoire qui doit être prévue pour tous les élus qui ont reçu une délégation dès la première année du mandat, dans toutes les communes. Alors, évidemment, je vous parle de formation obligatoire parce qu'elle est écrite comme telle dans le Code général des collectivités territoriales. Vous aurez compris que c'est une formation obligatoire qui n'est pas soumise à sanction. Il n'y a rien ni personne qui va venir vérifier que cette formation a bien été réalisée.
Ce sur quoi moi je pourrais m'interroger en tant que praticienne, c'est si demain la délégation de fonction est utilisée à mauvais escient ou est susceptible d'engager la responsabilité administrative, pénale, civile de l'élu ou de la collectivité. On peut se demander dans quelle mesure il ne peut pas s'agir d'une circonstance aggravante de ne pas avoir suivi cette formation obligatoire prévue par le Code général des collectivités territoriales. Pour le moment, on n'a pas d'exemple de cette appréciation-là, mais ça reste une formation obligatoire et si la délégation est mal utilisée et qu'on peut rapprocher ça d'un manque de connaissances ou de formation sur le sujet, on peut s'interroger sur le fait que ça puisse aggraver la responsabilité qui est susceptible de peser sur l'élu ou la collectivité. Il y a aussi une formation qui est recommandée depuis le 1er janvier 2021 pour les élus municipaux, notamment en matière de déchets, économie circulaire, urbanisme, construction ou habitat. Ça, c'est vivement recommandé pour les élus qui vont détenir des délégations dans ces matières-là. Il y a également une formation qui est dite obligatoire pour les élus qui vont être membres d'un conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte locale dans l'année qui va suivre leur nomination au sein du conseil d'administration, de l'organe délibérant ou même à la présidence de l'établissement public local. Et puis, avec la loi qui porte statut de l'élu local, on a une session d'information, c'est le deuxième point qui vous est présenté là, une session d'information facultative qui est ouverte et qui va devoir se mettre en place dans les 6 premiers mois du mandat, donc très clairement entre mars 2026 et septembre 2026. Cette session d'information, elle doit s'organiser et elle doit être dédiée à tous les élus locaux pour leur permettre d'appréhender leurs droits et leurs obligations déontologiques. Donc avec un recoupement direct sur la charte de l'élu local qui a intégré aujourd'hui le Code général des collectivités territoriales. Il y a un certain nombre de sessions d'information qui sont aujourd'hui en train de se préparer avec des thématiques orientées pour permettre aux élus de bien appréhender leurs droits, leurs obligations, avec une journée de travail ou une demi-journée de travail pour permettre aux élus de bien comprendre quels sont leurs devoirs et leurs obligations. Donc ça, c'était pour le droit à la formation générale qui est organisé par la collectivité. Vous avez aussi ce qu'on appelle le DIF, dont je vous ai parlé tout à l'heure, financé par un pourcentage des indemnités de fonction. Les formations qui sont éligibles au titre du DIF, elles sont un peu plus larges que les formations éligibles au titre du budget général de la collectivité, qui sont financées sur ce budget-là, puisque au titre du budget général de la collectivité, on finance seulement les formations qui sont relatives à l'exercice du mandat. Au titre du DIF, on finance aussi ces formations-là, mais on peut aussi financer des formations qui vont être utiles dans le cadre de la réinsertion professionnelle. Donc, c'est un petit peu élargi. Le DIF, aujourd'hui, c'est 400 € par an par élu avec un plafond maximal de 800 €. Ce qui veut dire que si vous n'utilisez pas votre droit à la formation la première année, vous allez toujours l'avoir la seconde année. Vous allez même avoir vos 400 € supplémentaires de deuxième année. Mais si vous n'utilisez toujours pas vos droits à la formation sur cette deuxième année, vous plafonnerez à 800 € jusqu'à la fin, enfin jusqu'à ce que vous utilisiez un peu vos droits à la formation. Le compte du droit à la formation, du DIF, il est alimenté de façon automatique dès le 3e lundi qui suit le premier tour de l'élection. Donc normalement, pour la plupart d'entre vous, vous allez percevoir le DIF dès ce lundi pour un certain nombre d'élus. Il doit être alimenté et ensuite c'est chaque année à la date anniversaire que le droit à la formation est alimenté. Sur les choses que je ne vous ai pas dites sur ce droit à la formation, préciser que le statut de l'élu local a renforcé ses possibilités de bénéficier d'une formation des élus. Il a notamment allongé le congé de formation des élus. On est passé de 18 à 24 jours. Et il a également allongé la durée maximale indemnisable au titre de la perte de revenus pendant qu'on suit ces formations-là, passant de 18 jours à 21 jours par mandat. Donc, on va augmenter le volume de la durée indemnisable de la perte de revenus et du congé de formation. La perte de revenus, elle peut être compensée. Elle est remboursée via le budget général et elle est plafonnée, donc c'est ce que je vous disais, à 21 jours désormais, ce qui veut dire qu'on a fait le calcul. Aujourd'hui, depuis la loi qui porte statut de l'élu local, par élu
par mandat, le plafond d'indemnisation, il est fixé à 2650,41 € par élu et par mandat pour pouvoir se faire rembourser la perte de revenus.